Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous, même si on vous a forcé un peu. Je suis navré de jouer le petit caporal. C'est clair que ça apporte un démenti relatif à Montesquieu, ce que nous disait Patrice Roland hier, parce que les hommes du Sud, enfin le Sud est complexe, et dans le Sud il y a un Nord et un Sud, et comme moi je viens du Sud, c'est ce que Hegel appelait la négation de la négation. Donc du coup effectivement, vous avez des gens qui sont mélancoliques, durs, fermes, et pas du tout sensuels et danseurs. Je suis désolé de ne pas correspondre à cette image-là. Donc on va commencer tout de suite la deuxième séquence de cette journée conceptualiser les objets du droit constitutionnel et de la géographie. Là encore, à nouveau, on joue un binôme, formule qui par ailleurs déjà a fait ses preuves. D'ores et déjà, on peut dire que c'est un succès. Et j'avance un peu sur les commentaires, les rapports de synthèse et les conclusions, mais sans doute, on a vu déjà ce matin que ça pouvait donner lieu à des dialogues très riches. Je pense que ce sera le cas désormais pour la deuxième séquence. Hiérarchie des normes ou droit multiscalaire, regard croisé sur les règles et leurs espaces. Et c'est Olivier Dubos, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux et spécialiste bien connu de droit communautaire, droit de l'Union européenne, comme on dit aujourd'hui, qui va nous parler. Il a modifié légèrement son titre. Il s'appelle Droit multiscalaire et conflit des normes. Et je lui donne la parole pour 30 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, à mon tour, je veux remercier Florence et Stéphane de m'avoir invité. Ils ont pris beaucoup de risques parce que, bon, cela ne fait aucune ambiguïté. Je ne suis pas géographe, mais je ne suis pas du tout non plus constitutionnaliste. Donc, vous voyez, c'était vraiment... Je suis assez hors sujet. Bon, en même temps, je ne vais pas en rajouter sur la grande nécessité qu'il y a comme ça de sortir les juristes de leur cage à lapins anthropique, mais je crois qu'effectivement, c'est, pour utiliser un mot assez à la mode, dans un monde comme ça en disruption, je crois que c'est important que les sciences sociales dialoguent si on veut essayer de comprendre quelque chose à ce qui nous arrive. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est-à-dire que si on voit le droit là comme une espèce de grand paquebot, vous voyez comme ils se sont développés beaucoup ces dernières années, moi je vais vous inviter à passer du pont très chic où on lit le journal, etc., à descendre dans la soute où il fait très très chaud, où c'est très très sale, donc on va se salir, et où ça sent très mauvais. Moi, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer très concrètement comment un juge, en fait, ou comment des juges abordent, quelle est la méthode qu'ils ont pour traiter un conflit de normes, et en l'occurrence un conflit de normes qui a une dimension spatiale. C'est pour ça, vous allez comprendre assez vite, c'est pour ça que bon, j'avais répondu comme ça un dimanche soir à Stéphane, la fin de la hiérarchie des normes, mais c'était parce que surtout j'avais envie de m'en débarrasser. Et du coup, quand je me suis remis à travailler, je me suis dit qu'il fallait voir les choses de manière un peu plus large si on voulait que ce soit un peu éventuellement j'insiste, utile pour des géographes. Alors, je vais partir d'une première observation que Marie-Claire a d'ores et déjà faite, c'est que les normes constitutionnelles ne contiennent pas ou contiennent peu ou assez rarement d'éléments relatifs à la consistance du territoire de l'État. Alors, je crois qu'il ne peut en être autrement pour deux raisons qui se conjuguent. C'est que l'État envisagé d'un point de vue juridique a une caractéristique très curieuse, c'est qu'il est à la fois d'une part un fait et dans le même temps une personne morale. En effet, quand vous avez une personne morale, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une collectivité locale ou d'une société ou d'une association, cette personne morale n'existe qu'avec l'acte juridique qui l'institue. Et c'est la même chose pour les organisations internationales. Alors que,
En revanche, un État, et c'est en ce sens-là qu'il est une donnée de fait pour le droit, il existe sans acte juridique instituant. Alors il peut y avoir des actes juridiques qui créent un État, mais enfin pour qu'il y ait un État, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte qui le crée. Et la Constitution n'est en aucune manière constitution de l'État, si je puis dire, elle est la constitution de l'ordre juridique de l'État, c'est-à-dire d'une chose, puisque c'est un fait, d'une chose qui préexiste. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Donc à partir du moment où l'État, si je puis dire, c'est notamment le territoire, c'est une première raison pour laquelle il n'y a pas nécessairement dans la Constitution d'éléments relatifs à la constitution du territoire, à sa consistance, pardon. Ensuite, la deuxième chose qui explique cette absence dans les normes constitutionnelles, c'est que la question de la délimitation territoriale de l'État est une question qui relève du seul droit international. Et c'est même la principale question qui est par nature réservée au droit international et qui n'est pas accessible au droit interne. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier qu'en contrepoint, toutes les matières sont accessibles au droit international, puisque par principe l'État est souverain et donc il peut contracter sur tout. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir à la fois un droit international, si j'ai bien compris, un peu ringard, interétatique, mais aussi le droit international qui peut produire du droit mondial, global, comme vous préférez. Deuxième observation qui est, je crois, fondamentale. Le champ spatial de la compétence normative de l'État ne se confond en aucune manière avec son territoire. Le champ spatial de la compétence normative de l'État, elle va au-delà du territoire. Ce qui veut dire qu'une norme étatique peut, sans méconnaître le droit international, s'intéresser à une situation qui est localisée sur le territoire d'un autre État. C'est-à-dire que, par exemple, le droit pénal français peut être compétent, peut être applicable pour un crime commis en Argentine. Mais pour autant, la compétence normative de l'État n'est pas illimitée. C'est-à-dire que la situation juridique dont va s'emparer une loi d'un État donné doit présenter un certain rattachement à l'ordre juridique de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, la loi française est compétente à l'égard d'une infraction commise en Argentine, mais parce que, par exemple, la victime avait la nationalité française ou parce que l'auteur avait la nationalité française. Donc c'est ce qu'on appelle la compétence personnelle qui déclenche la compétence de l'État. Donc ça veut dire que pour parler comme Jacques hier, la compétence normative de l'État, elle est finalement assez liquide. C'est-à-dire qu'autant le territoire, lui, a priori, il a une certaine fixité. La compétence normative, elle est extrêmement variable. La compétence normative spatiale. Donc ça, je crois que c'est vraiment un élément très important. Donc c'est pour ça qu'on peut envisager l'ordre juridique comme finalement un espace normatif. Un espace normatif. Alors, cette deuxième observation, je crois, conduit logiquement à considérer que la définition que la littérature constitutionnelle donne en général de la souveraineté, la compétence, avec mon magnifique accent allemand, est bien évidemment une absurdité, c'est-à-dire, enfin pas une absurdité, mais en réalité une aporie. Parce que si j'ai la compétence de ma compétence, telle qu'on vient de la définir, l'autre, mon égal, qui est aussi un État, ne peut pas avoir la compétence de sa compétence. Donc c'est une vision totalement... Alors là, on est comme dans une centrale nucléaire, c'est-à-dire on ne se préoccupe pas des autres États. Alors, ces deux premières observations, à mon avis, elles en amènent une troisième d'ordre un peu, je ne sais pas comment il faut dire, méthodologique, enfin bref, je ne sais pas très bien. C'est-à-dire qu'à mon avis, si l'on veut réfléchir sur l'État, et spécialement sur ces espaces, mais en réalité pas que sur ces espaces, mais enfin c'est ça qui nous préoccupe ici, je crois qu'il n'est pas possible, comme on le fait souvent, et c'est ce que j'ai déjà dit hier, de séparer d'une part le monde du droit international et le monde du droit interne, et spécialement du droit constitutionnel.
qui est quelque chose qui, dans les champs académiques, et je le crains malheureusement très présent. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est du Kelsen, n'oubliez pas que Kelsen d'ailleurs, mais enfin c'est quelque chose, cette idée de fluidité, si je puis dire, entre l'espace international et l'espace interne, c'est une idée qui est très présente chez Kelsen. Alors, au-delà de Kelsen, je crois que aussi, si on veut saisir l'étaticité, qui n'est pas d'ailleurs l'État, l'étaticité dans toutes ses variations, ça nécessite de dépasser une approche dogmatique, c'est-à-dire par le haut avec des principes, et surtout de dépasser une approche qui est uniquement centrée sur le concept de souveraineté, qui, à mon avis, est tout à fait peu informatif sur l'État et ses réalités. Je disais hier à Marie-Claire une petite citation de Michel Foucault que je trouve très marrante. Dans la biopolitique, il dit « Il faut faire l'économie d'une théorie de l'État comme on ferait l'économie d'un repas indigeste ». Et après, il envoie. Et je crains qu'il n'ait tout à fait raison. Quatrième observation. Je crois, d'après ce que j'en ai compris, que le droit n'est pas étranger à ce que les géographes appellent l'approche multiscalaire. Donc, c'est-à-dire l'idée qu'une situation peut relever en même temps de plusieurs espaces et que finalement, pour comprendre ce point, il faut comme ça combiner les espaces. Peut-être ai-je très mal compris. Alors, toutefois, la démarche juridique, à mon avis, se distingue de la démarche juridique. Alors, ce que j'entends ici par démarche juridique, puisque j'ai parlé de la machine, de la salle des machines du paquebot, ce n'est pas la démarche juridique comme science du droit, mais c'est la démarche juridique vraiment super concrète, c'est-à-dire celle du juge, hein, le droit comme technologie sociale, et non pas comme le droit comme réflexion sur le droit, comme Marie-Claire l'a fait si remarquablement tout à l'heure. C'est là où les choses se séparent, parce que finalement un juge, je me limite au juge parce que déjà c'est compliqué, donc je ne vais pas rajouter d'autres autorités, mais finalement un juge, lui, il est saisi d'un litige et il faut qu'il choisisse une norme qui va être applicable à cette situation donnée. Donc lui, contrairement à ce qu'on pourrait essayer de faire croire parfois, il ne va pas faire des mélanges de normes, de ci, de ça, etc. Lui, il va dire, au regard de la situation X, c'est la norme A qui doit être appliquée, et donc la solution est telle. Et évidemment, il peut se trouver face à une situation où il faut choisir la norme A, la norme B, la norme C, la norme D. Évidemment, dans la globalisation, ces multiplications de choix de normes se font tous azimuts. Alors, justement, ça m'amène à la cinquième observation, évidemment très banale, c'est que dans le cadre de la globalisation où on circule beaucoup plus, ces conflits de normes se multiplient. Dans le cadre de la globalisation où le droit international s'est développé de manière considérable à travers des organisations internationales, la multiplication des traités tous azimuts, évidemment, les situations de conflit se multiplient également. Alors, sixième, et je vous rassure, dernière observation introductive, je crois que si l'on veut être un tout petit peu rigoureux sur le plan intellectuel, enfin pour comprendre comment ça se passe, si on essaye de savoir comment la résolution d'un conflit de normes s'opère, là aussi je crois qu'il ne faut pas partir du haut, c'est-à-dire le principe de supériorité de ça sur le reste ou que sais-je encore, c'est-à-dire des espèces de croyances qui sont plus ou moins vérifiées, mais enfin qui sont globalement vérifiées, mais enfin il y a des fois où ce n'est pas tout à fait vérifié. Alors comme les profs de droit, ils aiment que ce soit logique, même si ce n'est pas du tout logique, on te fait de ces tortures d'abstraction, même comme moi je suis très ras du bitume, je n'y arrive pas, donc je pars du bas. Ça doit être envisagé de manière relative. Et là aussi je crois qu'il y a un aspect un peu, je ne sais pas, géographique. C'est-à-dire que ce conflit de normes, il n'est pas comme ça désincarné, il se fait toujours en un point donné, et ce point donné, c'est le juge. Et ce juge, il s'inscrit lui-même dans un espace donné, qui est son ordre juridique, que moi j'ai appelé ici, pour essayer de faire le lien avec la géographie, un espace juridique ou un espace normatif. Donc,
ce juge, il est dans un point, dans un référentiel, même si s'impose à lui d'autres référentiels. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Donc, si l'on envisage les conflits de normes de type spatial, il y a en réalité deux hypothèses. Alors, je vous rassure, ce n'est pas parce que moi je suis un adepte du plan en deux parties, ce n'est pas du tout mon genre, mais là, il se trouvait j'ai trouvé que deux trucs. Mais s'il y en avait eu 25 trucs, il y aurait eu 25 parties, hein, soyez assurés. Il y a une première hypothèse, c'est dans laquelle il y a deux espaces normatifs qui sont en... Si j'étais moins ringos, je vous aurais fait un beau PowerPoint, mais je ne l'ai pas fait. Deux espaces normatifs qui sont en intersection, et en fait, cette hypothèse d'intersection, c'est la conséquence inéluctable du fait que le champ de la compétence normative de l'État n'est pas territorial, parce que si elle était territoriale, ça serait simple, il n'y a pas d'intersection possible. OK ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un État peut s'emparer d'une situation localisée sur le territoire d'un autre État, dont on va postuler que par principe, cet autre État est lui-même compétent sur son territoire, nécessairement, il y a des intersections. Donc ça, c'est la première hypothèse de conflit, l'intersection. Après, il y a la deuxième hypothèse, c'est celle où va arriver le droit mondial, le droit global, le droit, tout ce que vous voulez, mais qui est finalement, moi, je trouve moins intéressante, sur le plan intellectuel. C'est deux espaces normatifs qui sont en superposition. Deux espaces normatifs qui sont en superposition. Et donc... Bon, je redétaillerai ça par la suite quand j'aborderai la deuxième partie. Okay, donc finalement, on a d'une part des conflits horizontaux, intersections, et d'autre part des conflits verticaux quand les espaces sont en superposition. Alors, pour qu'il y ait un conflit horizontal, en fait, il y a deux hypothèses. C'est soit quand on a deux États souverains, comme on l'entend en Europe, enfin en Europe sauf en Suisse, soit ça peut exister aussi dans un système fédéral. Ce type de... Quand les États fédérés ont des compétences, et effectivement les États fédérés ont eux-mêmes une compétence normative qui n'est pas nécessairement territoriale. Alors là aussi, ce qui est rigolo, c'est que c'est une question qui ne relève pas du droit constitutionnel. C'est une manière de dire que finalement, ils n'étaient pas si bêtes de m'inviter. Mais en réalité, ça relève d'une matière dont je suis encore plus ignorant, donc finalement, ils étaient vraiment nazes. C'est celle du droit international privé, qui est une espèce de discipline très noble. Alors là, c'est le règne de l'abstraction, pour ne pas dire de la branculation. Mais en réalité, si on voit ça sur le plan pratique, c'est chaque branche du droit, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, qui définit ces méthodes de détermination de son champ spatial. Et en fait, quand je dis le droit civil, ce n'est pas le droit civil de manière générale, mais des branches, des sous-branches ou des sous-hypothèses de droit civil. Alors, il y a typiquement deux méthodes. Alors là, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qu'il y a dans les bouquins de base. J'ai vraiment fait aucun... C'est vraiment très, très simple. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode que l'on dit unilatérale et là, il y a la méthode bilatérale. Dans la méthode unilatérale, la notion ou le fantasme de la souveraineté est très présent. C'est-à-dire que chaque État va déterminer de manière unilatérale les hypothèses dans lesquelles sa loi, alors quand je dis loi ici c'est au sens le plus générique du terme, sa loi est applicable, sans se préoccuper de la compétence des autres États. Donc ça veut dire que le juge de cet État ne va pouvoir appliquer que la loi, que sa propre loi. C'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité des compétences juridictionnelles et législatives. Donc vous voyez d'emblée sur le plan pratique les difficultés que ça peut poser, c'est-à-dire que l'on peut imaginer soit des conflits positifs, c'est-à-dire qu'une même situation peut relever de la compétence de l'État A comme de la compétence de l'État B, puisqu'on a défini chacun de notre côté, sans se préoccuper de l'autre, le champ spatial de notre compétence normative. Et bien évidemment, s'il y a des conflits positifs, il y a aussi des conflits négatifs, c'est-à-dire qu'il pourrait éventuellement y avoir des situations dans lesquelles ni l'État A ni l'État B ne revendiquent sa compétence spatiale. Mais vous voyez, c'est centré sur la souveraineté, c'est-à-dire sur l'État lui-même, je ne me préoccupe pas des autres, c'est-à-dire sur la souveraineté
telle que les constitutionnalistes la conçoivent. Alors ensuite, il y a une autre méthode qui a été, c'est très intéressant d'ailleurs, qui a été inventée par un grand juriste allemand qui s'appelle Savigny, qui a d'ailleurs été ministre de la Justice de la Prusse, je crois, au milieu du XIXe siècle. Et c'est une méthode qui est dite universaliste. Alors, l'idée et qui donc met entre parenthèses, en quelque sorte, pas totalement, mais met entre parenthèses la souveraineté, ou en tous les cas ne lui accorde pas la même importance que dans la méthode unilatérale. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans une situation juridique donnée, par exemple un mariage, un contrat, de déterminer l'élément qui localise la question juridique, et donc de déterminer l'ordre juridique compétent et donc la loi applicable. Donc dans cette méthode, il y a donc dissociation de la compétence juridictionnelle et de la compétence législative. C'est-à-dire qu'inéluctablement, on est conduit à considérer que le juge, ça c'est le point de l'État A, peut appliquer la loi de l'État B. Mais soyez rassurés, la souveraineté n'est pas mise tout à fait de côté, parce que ce qui lui dicte d'appliquer la loi de l'État B, c'est une loi de l'État A. Et ce que d'ailleurs Kelsen expliquait de manière très remarquable en disant que cela ne remet donc pas en cause, et c'est tout à fait juste, l'autonomie de l'ordre juridique de A, puisque c'est en vertu d'une loi de A qu'il applique la loi de B. Ça fait, vous voyez, alors tout ça c'est très factice, c'est du droit, c'est comme une espèce de boa constrictor, c'est-à-dire ce qu'on appelle la règle de conflit, celle qui dicte d'appliquer B, elle a pour effet de absorber potentiellement les règles de A. OK ? Alors, cet élément, il peut varier, et il est fondé sur le rapport de droit. C'est pour ça, et ça ne vous étonnera pas, qu'en matière contractuelle, et c'est vraiment très 19e siècle, et d'ailleurs très, je le crains, 21e siècle, en matière contractuelle, c'est la loi que vont avoir choisi les parties. C'est-à-dire que la liberté contractuelle, elle se prolonge dans un contrat international jusque dans la possibilité de choisir la loi applicable à mon contrat. Donc vous voyez que ce bilatéralisme, c'est pour ça qu'on dit qu'il est universaliste, en tout cas je ne sais pas s'il est universaliste, mais en tout cas il est non nationaliste, puisqu'on accorde la même possibilité à ma propre loi ou à la loi étrangère d'être applicable. Alors, ce n'est pas un hasard, bien évidemment, si ça a été développé au XIXe siècle, parce que je pense que vous l'aurez compris, tout ça, c'est tout à fait un produit du libéralisme politique et aussi du libéralisme économique, où là, dans un rapport entre deux personnes privées, ce qui va prendre le pas sur la souveraineté, c'est la bonne manière de régler ce litige entre deux personnes privées. Alors, aujourd'hui, les choses, elles sont... enfin, d'un point de vue macroscopique très simple, c'est-à-dire que la méthode unilatérale, on va l'appliquer lorsque dans un litige, c'est une personne publique, c'est l'État qui est présent, donc soit en droit pénal, puisque le droit pénal, c'est un conflit entre l'État et une personne privée, ce n'est pas un conflit entre deux personnes privées, ça c'est pas du tout ça le droit pénal, contrairement à ce qu'on peut en penser, et bien évidemment dans les rapports de droit public de type droit administratif. Et là, c'est logique, puisque comme il y a une des parties qui est l'État, enfin tout ça, c'est des jeux de mots, hein, l'État, s'il est souverain, il ne peut pas être soumis à la loi étrangère, parce que s'il est soumis à la loi étrangère, c'est logique, il serait soi-disant plus souverain. Bon, tout ça, c'est lié au fait que la souveraineté, c'est vraiment une mythologie absolument extraordinaire, parce que si on découpe ça de manière logique, ça ne tient pas la route une seule seconde. Mais enfin, bon, bref. En revanche, quand vous avez deux personnes privées, le litige, il ne concerne pas directement l'État, et donc on peut appliquer la méthode bilatérale. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre de la globalisation, mais c'est un phénomène ancien qui date du fin du 19e ou début du 20e, c'est que ces règles de conflit, c'est-à-dire ces règles de A que le juge de A va appliquer, elles font désormais l'objet de plus en plus d'une harmonisation. C'est-à-dire qu'il
il n'y a pas unification des règles substantielles, c'est-à-dire quelle est la règle qui va s'appliquer pour trancher notre litige, mais il y a une harmonisation des règles qui permettent de désigner la règle nationale qui va s'appliquer au litige, dans le cadre de quelque chose qui, je ne crois pas, n'est une organisation internationale, mais une espèce de conférence qui est la conférence de l'A.E. sur le droit international privé. Bon, et par ailleurs, il y a une harmonisation très importante dans le cadre du droit de l'Union, mais tout ça, d'une certaine manière, c'est des détails qui sont sans intérêt ici. Alors maintenant, le conflit vertical. Là, il y a deux normes superposées qui s'appliquent à une même situation. Alors, pour bien comprendre cette hypothèse, là, je crois que si on veut raisonner de manière rationnelle, enfin, ou du moins, sinon, raisonner, essayer, je crois qu'il est fondamental de bien distinguer l'acte et la norme. C'est-à-dire l'acte, c'est le texte, et la norme, c'est l'acte interprété par le juge. Ça, c'est un truc super classique de la théorie du droit et dont je suis encore sidéré que ce ne soit pas rentré dans la tête de tout le monde. Mais comme quoi, ça prouve que les croyances, ça dure. OK ? Donc, ça veut dire que vous avez deux espaces distincts avec des interprètes eux-mêmes éventuellement distincts, mais pas toujours. OK ? Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que notre juge, lui, il est dans un espace donné, mais il se trouve face à des normes d'un autre espace. Donc, la question qui se pose à lui, c'est est-ce qu'il va appliquer les normes de son propre espace ou les normes de l'espace du dessus, ou d'ailleurs du dessous, mais enfin du dessous, c'est beaucoup plus rare. Alors, moi, je crois qu'on peut distinguer trois hypothèses, et comme le temps passe, je vais me concentrer au moins sur une, peut-être sur deux, mais pas sur trois. La première hypothèse, c'est le droit fédéral dans un État fédéral. Ça, je laisse de côté, surtout parce qu'en fait, je ne connais pas très bien, donc ça m'arrange que le temps tourne et ça m'évitera de dire trop de bêtises. Il y a une autre hypothèse qui est le droit international fédéral. Et il y a la troisième hypothèse qui est le droit international, si je puis dire, pur, c'est-à-dire sans ingrédients de fédéralisme. Alors, ce que j'appelle donc deuxième hypothèse, le droit international fédéral, c'est lorsque l'on a un traité international, donc un acte juridique conventionnel, mais cet acte juridique conventionnel prévoit qu'il va être interprété par un juge qui a le monopole de cette interprétation. Donc ça veut dire que cet acte, il est certes conventionnel, mais à la fin, parce qu'il a comme ça un juge qui a le monopole de l'interprétation, il devient une norme unilatérale. Et pour parler comme Elisabeth Zoller, qui est une collègue qui a fait un remarquable cours sur l'internationalité dans le fonctionnement de la Constitution américaine, en réalité, cet acte, au final, il est une constitution parce qu'il est unilatéral. Alors, en fait, ça correspond à ce qui est mon petit fonds de commerce, c'est-à-dire le droit de l'Union européenne et un peu le droit de la CEDH. Alors, pareil, le conflit, il faut soit l'envisager au niveau de la juridiction européenne, alors là, c'est tout à fait simple, contrairement à tout ce qu'on a pu raconter à un moment donné, si la juridiction européenne se trouve face à un conflit entre eux, et c'est ça qui fonde d'ailleurs sa compétence, un conflit entre la norme nationale et la norme européenne, alors là, c'est toujours la norme européenne qui l'emporte. Alors après, on peut parler, j'y reviendrai, de dialogue des juges et tout ça, mais alors là, c'est vraiment je n'ai même pas de mots pour qualifier cela. Et le conflit, bien évidemment, pour des raisons qui tiennent à l'organisation du système, qui sont là aussi sans grand intérêt, je pense, pour vous, le conflit, il peut se dérouler devant le juge étatique. Le juge étatique, en vertu de ce droit européen, d'ailleurs comme en vertu du droit international, il a normalement l'obligation d'appliquer le droit européen. C'est tout à fait clair dans la jurisprudence de la Cour de justice, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de la jurisprudence de la Cour de justice, c'est l'application d'un principe bête et méchant qui est celui pacta sunt servanda, qui, comme je l'explique aux étudiants, c'est exactement la même. Si opposer une norme constitutionnelle ex post, c'est comme si nous concluons un contrat et que je dis « Ah, mais non, mais finalement, la roue de ma voiture a crevé, je ne peux pas te livrer ce que je devais te livrer. » C'est exactement du même niveau pratique. Alors, ce qui est intéressant, et Marie-Claire en a déjà parlé,
c'est que les juridictions étatiques, globalement, je suis désolé, globalement, elles se soumettent. Mais il y a quand même des fois, alors Marie-Claire a expliqué ça de manière très chic, et je suis tout à fait d'accord avec elle, où finalement, il faut montrer que l'État est toujours là, et donc il y a des fois, on ne sait pas très bien lesquelles, surtout quand c'est le Conseil constitutionnel, mais je ne vais pas commencer à dézinguer sur le Conseil constitutionnel, c'est vraiment trop facile, où, ben non, on ne va pas appliquer. Alors là, on développe tout un tas de trucs qui, quand c'est le Bundesrechtsverfassungsgericht, ça ne tient pas beaucoup la route sur le plan général, mais au moins c'est nickel pour le peu que j'y connaisse sur le plan du droit constitutionnel. Quand c'est le Conseil constitutionnel, c'est à se bidonner de rire, tellement ça n'a ni tête ni queue. Donc ça veut dire qu'au final, là, le conflit, si on envisage de manière concrète et non dogmatique, c'est la Constitution qui l'emporte, c'est le niveau du dessous qui l'emporte sur le niveau du dessus. Donc, si vous voulez, à partir de là, quand on dit qu'on va vivre dans un joli monde où tout s'harmonise, où tout est là, comme ça, dans une espèce de droit confucéen, comme disent les étudiants, mort de rire. Alors, après, on vous raconte, oui, non, mais les juges dialoguent, c'est-à-dire ils prennent le café ensemble, vous voyez, mais ça, c'est pas du droit, c'est même pas de la sociologie, c'est de, je sais pas, enfin, je dis, bon, voilà. C'est du café et commerce. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Juste, pardon, Monsieur le Président, et je me tais, ce qui est très intéressant et que, sur lequel, à mon avis, on n'insiste pas, parce qu'on voit toujours les trucs, comme l'a dit Marie-Claire, depuis son état, c'est quand on a du droit international non fédéral. Ce qui est le cas de la plupart du droit international, parce que ce que j'appelle le droit international fédéral, finalement, c'est l'exception. Donc ça veut dire qu'on va conclure tous les deux, on va faire un traité bilatéral. On s'accorde. Comme on est sympa avec le droit international, on laisse nos juridictions appliquer ce droit international, mais rien ne dit que les juridictions de B vont interpréter ce traité de la même manière que les juridictions de A. Et comme on étudie toujours le droit international, un traité donné, en fonction des juridictions de A, on se dit « Ah, c'est sympa, le droit international s'applique, et blablabla, et là aussi, c'est l'arrivée de l'internationalisation dans le truc. » Sauf que, moi j'ai découvert ça pas du tout par des recherches, mais en faisant un dossier, en réalité, sur un truc très concret, une convention qui est la Convention de Montréal, mais les juridictions américaines en avaient une lecture totalement opposée aux juridictions françaises. Et pour les personnes dont je m'occupais, cela a conduit à un déni de justice, mais absolument, enfin, tout à fait dramatique. Okay ? Donc ça veut dire que même quand on a un traité comme ça, à partir du moment où on a une pluralité d'interprètes, rien ne dit que ça va avoir cet effet, là aussi, homogénéiso-confucéiste. Bon, alors... Tout ça pour dire que toutes ces histoires que l'on développe d'hétérarchie, de réseau et tout ça, sur le plan de l'observation empirique, ça ne tient pas la route. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'effectivement il n'y a pas des effets d'harmonisation. Mais au final, parce qu'il y a des autorités différentes, au final il y a toujours une hiérarchie, mais qui n'est pas une hiérarchie stable, puisque les uns peuvent l'emporter sur les autres, etc., etc. Et la dernière chose dont je ne vous parlerai pas et dont, de toute manière, je n'avais pas l'intention de vous parler, mais qui, à mon avis, serait la plus importante, en réalité, parce que c'est ça l'avenir des problématiques, c'est plus tant ces conflits en intersection, en superposition, c'est les conflits qui existent à l'intérieur de l'espace international lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on multiplie les traités tous azimuts, où il y a des actes, des organisations internationales qui produisent des actes, mais le conflit, il est là. Le conflit, il est là. Et donc, ça veut dire très concrètement, ce conflit va se poser devant une juridiction. Par exemple, mais c'est des choses très banales. Par exemple, c'est une convention fiscale bilatérale qui prévoit la circulation des données. Donc, M. Herrera, il a fait l'objet d'une imposition parce que j'ai pu savoir tous les comptes qu'il avait en Suisse, qui m'ont été communiqués par l'administration suisse, sans respecter rien du tout de droit de la défense et tout ça, et comme il est très malin, même si je suis sûr qu'il n'est pas droit de l'homiste, qu'est-ce qu'il va dire ? Il me dit, mais c'est n'importe quoi ça, c'est contraire à tels traités internationaux, dont il n'est pas dit que la Suisse ou la France, enfin si c'est devant le juge français, oui, les ratifier. Donc ça veut dire que dans ce droit global,
là aussi, ce n'est pas l'harmonie, mais au contraire, c'est le désordre, mais le désordre bien. Voilà, je vous remercie. Et merci de votre...